Vous sortez votre sécateur, prêt à donner un coup de jeûne à votre jardin en mars, mais une petite voix vous murmure « Et si je faisais une bêtise? Et si je coupais la mauvaise branche ?» Cette peur est normale, car une mauvaise coupe peut vraiment compromettre la floraison ou même la santé de vos plantes. Restez avec moi, car aujourd'hui, on démystifie complètement la taille de Mars. Je vais vous montrer non seulement quoi tailler, mais surtout comment le faire sans transformer votre magnifique rosier en un triste bout de bois. Et vous découvrirez l'erreur numéro 1 que presque tout le monde fait et qui peut coûter très cher à votre jardin. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Alors, pourquoi tout ce bruit autour du mois de mars? Pourquoi est-ce un moment si stratégique? C'est simple. En mars, la plupart des plantes sont encore en dormance, c'est-à-dire qu'elles dorment profondément pour l'hiver. Mais tout doucement, la sève commence à remonter, préparant le grand réveil du printemps. Tailler juste avant cette montée de sève, c'est comme donner un signal fort à la plante. On lui dit « Ok, concentre ton énergie ici, sur ces branches que j'ai choisies, pour faire de belles fleurs ou de bons fruits. » Si on attend trop tard, la plante aura déjà dépensé une énergie précieuse dans des branches qu'on va finalement couper. C'est du gaspillage. Mars, c'est donc le timing parfait, la dernière chance d'intervenir avant que le grand spectacle de la nature ne commence pour de bon. Commençons par la question fondamentale. Pourquoi diable s'embêter à tailler? Ce n'est pas juste pour faire joli, même si l'esthétique compte. La taille a 3 objectifs principaux. Premièrement, la santé. On enlève le bois mort, malade ou abîmé, ce qui empêche les maladies de se propager et permet à l'air de mieux circuler au cœur de la plante. Pensez-y comme à une visite chez le dentiste pour votre arbuste. Deuxièmement, la vigueur. En coupant certaines branches, on stimule la plante à en produire de nouvelles, plus fortes et plus florifères. C'est un peu contre-intuitif, mais moins il y a de branches, plus la sève se concentre et plus la croissance est explosive. Enfin, troisièmement, la productivité. Pour les arbres fruitiers, une bonne taille assure que la lumière pénètre partout, ce qui est essentiel pour que les fruits mûrissent correctement. Une taille bien pensée, c'est la promesse d'un jardin plus sain, plus beau et plus généreux. Maintenant, parlons matériel. Utiliser le mauvais outil, c'est comme essayer de couper un steak avec une cuillère. C'est frustrant et le résultat est désastreux. L'outil numéro 1 du jardinier est le sécateur. Il doit être parfaitement affûté et surtout propre. Une lame sale peut transmettre des maladies d'une plante à l'autre. Pensez à la désinfecter avec de l'alcool entre chaque arbuste. Pour les branches plus grosses, celles que le sécateur ne peut pas gérer, on passe aux coupe-branches, aussi appelées ébrancheurs, avec ses longs manches pour plus de force. Et pour ce qui est vraiment gros, il y a la scie d'élagage. Un mythe tenace dit qu'on peut se débrouiller avec n'importe quoi qui coupe. C'est faux. Des outils de qualité et bien entretenus font une coupe nette, qui cicatrise vite. Une coupe mâchée, déchiquetée, est une porte d'entrée grande ouverte pour les infections. N'économisez jamais sur la qualité de vos outils. Votre jardin vous le rendra. Le secret des pros ne réside pas seulement dans leurs outils, mais dans leur capacité à lire la plante. Et pour cela, il faut comprendre le langage des bourgeons. Approchez-vous, regardez bien une branche. Vous verrez de petits renflements, ce sont les bourgeons. Il en existe 2 types principaux. Le bourgeon à bois, souvent plus petit et pointu, donnera naissance à une nouvelle branche avec des feuilles. Le bourgeon à fleurs, généralement plus rond et dodu, donnera des fleurs et donc potentiellement des fruits. La règle d'or est de toujours couper environ 1 cm au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur de l'arbuste. Pourquoi vers l'extérieur? Parce que la nouvelle branche qui poussera à partir de ce bourgeon partira dans cette direction, ouvrant le centre de la plante à la lumière et à l'air. Si vous coupez au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'intérieur, la nouvelle branche va pousser vers le centre, créant un enchevêtrement de bois qui favorise les maladies. Passons à un cas pratique que beaucoup d'entre vous ont dans leur jardin, les rosiers. En mars, c'est leur moment. N'ayez pas peur d'être sévère, le rosier adore ça. On commence par le nettoyage. On coupe à la base tout le bois mort, reconnaissable à sa couleur noire ou sèche. On supprime aussi les brindilles trop faibles, celles qui sont plus fines qu'un crayon, car elles ne donneront rien de bon. Ensuite, on s'attaque au cœur du rosier. S'il y a des branches qui se croisent et se frottent, on en garde une seule, la plus vigoureuse. Le but est d'aérer le centre.
Enfin, on raccourcit les branches principales que l'on a conservées. La règle générale est de laisser entre 3 et 5 yeux, ces fameux bourgeons, en partant de la base de la branche. On coupe toujours en biseau, la pente opposée au bourgeon pour que l'eau de pluie ne stagne pas dessus. Une bonne taille, c'est la garantie d'une explosion de roses en été. Pour les arbres fruitiers, la logique est un peu différente. En mars, on se concentre principalement sur les fruitiers à pépins, comme les pommiers et les poiriers. L'objectif est de leur donner une forme de gobelet bien ouverte pour que le soleil puisse atteindre tous les futurs fruits. On commence, comme toujours, par enlever le bois mort ou malade. Ensuite, on élimine toutes les branches qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. On cherche à dégager le centre. On raccourcit également les branches de l'année précédente d'environ 1/3 de leur longueur, toujours en coupant au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur. Un mythe à déconstruire ici. Tailler plus court ne signifie pas avoir plus de fruits. Au contraire, une taille trop sévère peut choquer l'arbre qui ne produira alors que du bois pendant 1 an ou 2 pour se défendre. Il faut trouver le juste équilibre pour favoriser la fructification sans épuiser l'arbre. Attention, pour les fruitiers à noyaux comme les cerisiers ou les pruniers, on attend la fin de l'été pour la taille principale. Parlons maintenant des arbustes qui nous offrent leurs plus belles fleurs en plein été. La règle pour eux est très simple et facile à retenir. S'ils fleurissent sur le bois de l'année, c'est-à-dire sur les nouvelles pousses qui vont apparaître au printemps, alors il faut les tailler courts, voire très courts, en mars. Pourquoi ? Parce que cette taille sévère va les forcer à produire beaucoup de nouvelles tiges vigoureuses et donc beaucoup de fleurs. Pensez par exemple à l'arbre à papillons, le buddleia. On peut le rabattre à 30 ou 40 cm du sol sans aucune crainte. C'est pareil pour les hortensias paniculées, ceux avec des fleurs en forme de cône ou pour certaines spirées d'été. En leur faisant une coupe radicale maintenant, vous leur donnez le signal de se renouveler entièrement pour vous offrir un spectacle éblouissant de juillet à septembre. N'hésitez pas, soyez courageux, ils vous remercieront par une floraison abondante. Voici maintenant le bloc le plus important de cette vidéo, celui qui va vous éviter de commettre l'irréparable. C'est la liste des plantes à ne surtout pas tailler en mars. Ce sont tous les arbustes qui fleurissent au printemps sur le bois de l'année précédente. Leurs bourgeons à fleurs se sont formés l'été dernier et n'attendent que le printemps pour s'ouvrir. Si vous les taillez maintenant, vous coupez tout simplement toutes les futures fleurs. C'est la fameuse erreur numéro 1. Dans cette liste, on trouve des stars du jardin de printemps, le forsythia et ses fleurs jaunes éclatantes, le lilas au parfum enivrant, le weigela, le deutzia ou encore le cognacier du Japon. Pour toutes ces plantes, la règle est simple. On profite de leur magnifique floraison et on ne sort le sécateur qu'une fois qu'elle est complètement terminée, généralement en mai ou en juin. Retenez bien, floraison d'été, on taille maintenant. Floraison de printemps, on attend après les fleurs. Un petit mot sur les haies, car c'est aussi une préoccupation majeure en cette saison. Mars est un bon moment pour une taille de formation ou une taille d'entretien des haies persistantes comme le thuya, le laurier ou le cyprès. La règle d'or pour avoir une haie dense et saine de la base au sommet est de la tailler de forme légèrement trapézoïdale, c'est-à-dire que la base doit toujours être un peu plus large que le sommet. Cette forme permet à la lumière du soleil d'atteindre les branches du bas, ce qui les empêche de se dégarnir et de laisser apparaître un trou inesthétique. Si vous taillez votre haie parfaitement droite comme un mur, le sommet fera de l'ombre à la base, qui finira par mourir. Alors, même si cela semble contre-intuitif, donnez-lui une légère inclinaison. C'est le secret pour une haie qui reste un véritable mur végétal opaque pendant de longues années. Nous avons parlé des outils et du quand, mais le comment est tout aussi crucial. L'art de la coupe parfaite, ça s'apprend. La coupe doit toujours être nette et franche. Pas de déchirement, pas d'écrasement de l'écorce. Pour cela, votre sécateur doit être bien affûté. La coupe se fait en biseau, avec une inclinaison d'environ 45 degrés. Cette pente permet à l'eau de pluie de s'écouler et de ne pas stagner sur la plaie, ce qui limiterait les risques de pourriture. Et comme nous l'avons vu, la coupe doit se situer environ 1 cm au-dessus d'un bourgeon, avec la partie la plus basse du biseau du côté opposé au bourgeon et la partie la plus haute juste au-dessus. Cela peut sembler être un détail, mais une coupe bien exécutée est une blessure propre que la plante cicatrisera rapidement et sans complication. Prenez le temps de bien vous positionner pour chaque coupe. C'est un geste de respect envers la plante.
Enfin, une fois que vous avez terminé de tailler, le travail n'est pas tout à fait fini. Il reste la touche finale, les soins post-opératoires. La première chose, et la plus importante, est de ramasser et d'évacuer toutes les branches coupées. Ne les laissez pas au pied de vos plantes, surtout si vous avez taillé du bois malade. Elles pourraient devenir un nid à maladies ou à parasites qui ne demanderaient qu'à réinfecter vos arbustes. Ensuite, la question du mastic à cicatriser se pose. Les avis divergent. Autrefois systématique, on considère aujourd'hui qu'il n'est nécessaire que sur de très grosses coupes de plus de 5 cm de diamètre pour protéger le bois mis à nu. Pour les petites coupes de sécateur, la plante se débrouille très bien toute seule. Après cette taille, qui est un petit stress pour la plante, n'hésitez pas à lui apporter un peu de compost ou un bon engrais organique à son pied pour l'aider à bien redémarrer et à produire une croissance saine et vigoureuse. Et voilà, le mystère de la taille de Mars est levé. Pour résumer, on utilise des outils propres et affûtés. On observe attentivement les bourgeons pour couper au bon endroit. On taille sévèrement les arbustes à floraison d'été et on ne touche surtout pas à ceux qui fleurissent au printemps avant la fin de leur floraison. C'est vraiment la clé d'un jardin qui explose de vie. Mais le plus grand secret, le véritable « voilà le tournant », c'est de comprendre que la taille est un dialogue avec vos plantes. Le plus grand pouvoir du jardinier, ce n'est pas son sécateur, c'est sa patience et son observation. Parfois, la taille la plus importante et la plus bénéfique est celle que l'on décide de ne pas faire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, montrez-le avec un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne, et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils, jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Quel est l'arbre ou l'arbuste qui vous donne le plus de fil à retordre au moment de la taille? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au jardin.